l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Alors, il est notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Pape Pafal. Il est Data Analyst. Bonjour et bienvenue dans Midi Actu. Bonjour Léna, merci de l'invitation. Alors, tout à l'heure, vous allez bien sûr nous expliquer en quoi consiste ce métier, donc le Data Analyst et tout. Mais tout de suite, si vous voulez bien, on démarre avec l'actualité côté société et cap sur Ziguinchor, où l'on s'intéresse au renforcement des capacités des dockers, un accompagnement technique et financier visant donc à revaloriser les métiers portuaires. L'initiative est bien appréciée par les acteurs du secteur. Un reportage signé Aziz Ban. Pour développer les ports secondaires comme celui de Ziguinchor, il est nécessaire de renforcer le volet capital humain. C'est dans ce cadre qu'il est important de renforcer les capacités des dockers en ce qui concerne les métiers portuaires et la logistique. Il est très important que nous puissions accompagner les dockers, mais également tous les acteurs portuaires dans ce travail de renforcement des places portuaires. Donc, dans ce projet de formation et de mise à niveau des ports secondaires, il est important pour l'ANAM de financer sur demande des dockers donc cette formation qui est une phase très importante et qui permettra aux dockers demain de mieux gérer les activités qu'ils auront à mener au niveau du port de Ziguinchor. Renforcer la capacité de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne logistique au niveau du port de Ziguinchor. C'est dans ce cadre qu'avec l'expression de besoins des dockers du port de Ziguinchor qui ont sollicité la direction des affaires maritimes pour les gratifier une série de formations pour les capacités, les outiller, pour qu'ils puissent mieux apporter leur expertise au développement du port de Ziguinchor. Cette session de formation est très importante car elle permettra aux dockers d'être mieux outillés et de tirer beaucoup de profit de leur activité. Formation bi amna solo man affaire bi dama dépassé bi sas la. Cette session de formation est très importante pour nous. Nous n'avons jamais pensé avoir une telle formation à Ziguinchor. Ça va beaucoup nous aider dans notre travail. Le suivi de la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de donner des outils à quelqu'un si autour, il n'y a pas une possibilité d'appliquer ces outils. Et derrière tout ça, bien entendu, parmi les retombées, nous aurons la possibilité pour les dockers d'avoir un travail régulier qui puisse vraiment leur permettre de subvenir à leurs besoins. Pendant 6 jours, les dockers du port de Ziguinchor vont bénéficier de ces sessions de formation et renforcer leurs capacités avant l'ouverture de la campagne d'anacarde. Merci beaucoup, madame. Voilà donc, merci beaucoup Aziz Ban depuis Ziguinchor. Monsieur Fall, on vient de suivre ce reportage. Comment est-ce que vous appréciez justement cette initiative qui permet bien sûr de revaloriser les capacités surtout des dockers? Merci bien, je pense que c'est une bonne idée. Comme on dit souvent, les ressources humaines sont les véritables richesses d'une structure donnée. Donc les capacités, consolider leurs acquis, cela va leur permettre d'avoir une bonne pratique de leurs activités. Tout à fait. Ouais. Et surtout aussi que ça permet bien sûr de redynamiser les métiers du port. Hein, absolument. Qui contribuent aussi à la productivité du pays. Exactement, ouais. Tout à fait. Nous passons, mesdames et messieurs, à la suite de Midi Actu.
Côté économie, aujourd'hui, nous parlons de la comptabilité financière, système d'organisation dans lequel des flux et opérations sont traduits en termes financiers. Elle permet donc d'évaluer la performance d'une entreprise suivant les explications de M. Kama. Il est économiste. D'enregistrer tous les flux qui concernent l'entreprise. Les entrées, tout ce qui est mouvement de valeur qui entre et tout ce qui est mouvement de valeur qui sort. Alors, bien sûr, il y a plusieurs variantes. Il y a la comptabilité générale, la comptabilité des sociétés. Évidemment, il y a une comptabilité analytique aussi que l'on retrouve. Donc, il y a plusieurs variantes au niveau de la comptabilité de l'entreprise. La comptabilité analytique, c'est tout ce qui analyse les coûts, le calcul des coûts et l'analyse pour déterminer un prix de revient. Et la comptabilité des sociétés, c'est tout ce qui a rapport avec les constitutions des sociétés et le suivi des sociétés. Alors donc, quand on entre dedans, c'est un peu ça. Il y a plusieurs comptabilités, mais ce qu'il faut retenir, on parle de la comptabilité nationale, ça concerne la nation, et la comptabilité générale, ça concerne l'entreprise de manière générale. Et dans cette comptabilité de l'entreprise, il y a plusieurs autres variantes de la comptabilité. Des variantes, bien sûr, que nous pourrons revoir dans les prochains numéros de Midi Actu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure quand je vous présentais, vous êtes data analyst. Donc, est-ce que dans le cadre de votre activité, vous avez souvent aussi tendance à analyser des données financières? Absolument. En fait, pour retourner un peu sur le sujet, la comptabilité analytique, souvent que l'on appelle comptabilité financière. Donc, l'objectif, au fait, c'est il y a des données comptables qui sont enregistrées, des sorties et des entrées. Donc, c'est avec ces données-là que l'on va essayer de aider l'entreprise à prendre une décision. Par exemple, concernant les salaires de ses employés, concernant ses dépenses, concernant aussi ses recettes qui ont différentes sources. Par exemple, il y a certaines de ces recettes qui viennent d'un particulier donné, d'un client donné, d'un autre client. Alors nous, on analyse ces données-là pour leur dire, par exemple, si vous voulez avoir tel taux de recette ou bien telle somme de recettes, il faudra mettre l'accent à tel pourcentage sur tel client ou tel client. Donc vous mettez aussi en place certaines stratégies justement pour valoriser un peu cette comptabilité financière pour les entreprises. Absolument. Et il en va même jusqu'à partir des données comptables, des données financières, on peut faire une extrapolation sur même la qualité ou bien même la typologie du produit. Et aussi les performances de l'entreprise. Exactement. Très bien, c'est assez intéressant. J'avoue que tout ce qui touche à l'économie, en tout cas, on a tendance à penser que c'est assez technique, ce qui est vrai en un sens aussi. Mais bon, pouvoir aussi avoir ce genre de rubrique nous permet de mieux savoir ce en quoi ça consiste en tout cas. Absolument. Voilà, nous passons toujours à la suite de Midi Actu. Le Sénégal dans l'œil du cyclone, le dernier rapport du Fonds monétaire international met en exergue certains pays africains exposés à un risque de surendettement. Le Sénégal, pour sa part, est épargné. Une bonne nouvelle donc sur la santé économique de notre pays. Reportage. Quand le FMI fait le point sur l'économie en Afrique subsaharienne, c'est pour dégager les perspectives économiques déclinées en deux temps, l'endettement et la croissance. D'abord, la croissance projetée à 3,5% en 2019 et pourrait se stabiliser à un peu moins de 4% à moyen terme. Le paradoxe est saisissant. Au vu du rapport, les pays pauvres en ressources naturelles devraient connaître une croissance d'au moins 5%. Tandis que les autres pays riches en ressources naturelles, pour la plus grande part, devraient enregistrer une croissance plus lente. Le Sénégal s'inscrit toujours dans la bonne tendance de sa croissance maintenue à plus de 6% sur 3 années consécutives, voire 7,2% en 2019. En ce qui concerne la dette, le risque d'endettement élevé et de surendettement estampillé sur 16 pays d'Afrique subsaharienne dans le rapport épargne le Sénégal. Dans aucun des groupes de pays ciblés dans le rapport, le Sénégal n'y est cité.
Le FMI de situer l'endettement public moyen en Afrique subsaharienne à près de 56% du PIB en fin 2018, avec une dynamique de la dette très variable entre les pays. Et ce rapport évoque la reprise économique en Afrique subsaharienne dans un contexte d'incertitude où, en dehors des grandes économies africaines, Nigeria, Afrique du Sud, riches en ressources naturelles, 24 pays, principalement des économies dépendantes des ressources naturelles, font face à une croissance molle à court terme. Enseignement à tirer: pour plus de croissance, il faudra une diversification de l'économie et le Sénégal doit s'y engager pour maintenir le cap. Le Sénégal, donc, épargné par le dernier rapport du Fonds monétaire international, une très bonne nouvelle pour nous autres. Hein? Absolument. Bon, comme ça a été dit tout à l'heure, pour le maintien de ce cap-là, donc il y a des recommandations que le FMI a fait du moins concernant deux types de pays. Par exemple, pour les pays qui sont importateurs de pétrole exclusivement, ces pays-là donc doivent ajuster leur investissement public et essayer de transférer ça vers les entreprises privées. Et aussi pour les pays, comme le Sénégal, éventuellement dans quelques années, nous allons devenir un pays alors exportateur de pétrole. Donc il faudra aussi se baser sur cette recommandation du FMI pour maintenir ce cap-là. Ouais. Tout à fait. Nous passons donc à la thématique technologie de l'information et de la communication qui vous intéresse certainement. C'est juste après ceci. Alors, à Accra, au Ghana, est installé durant ce mois d'avril le premier laboratoire africain, initiative de Google. Et c'est un Sénégalais qui est à la tête de ce laboratoire dédié bien sûr à l'intelligence artificielle. Suivant ce reportage. 1 800 000 personnes touchées par le cyclone Idai uniquement au Mozambique. L'Afrique dispose-t-elle de mécanismes d'alerte bien rodés en matière de changement climatique? La question est sur toutes les lèvres après cette crise humanitaire sans précédent en Afrique australe. C'est dans ce contexte que Google débarque à Accra, au Ghana, pour y installer un laboratoire d'intelligence artificielle. Cette technique de simulation de l'intelligence qui, dans son mode d'action, constitue une réponse en soi pour les défis auxquels le continent est confronté. Le Sénégalais Moustapha Cissé, ancien pensionnaire de l'UGB et l'université Pierre-Marie Curie en France, va conduire les travaux de recherche de ce centre d'excellence. C'est sous forme de questionnement que se résume la feuille de route de ce laboratoire. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour pallier le manque de médecins ou encore dépister le cancer, voire même prévenir les catastrophes naturelles. Une opportunité aussi à saisir pour ce qui est de la formation des scientifiques africains. Ailleurs à Tokyo, Zurich, Montréal, Paris, les laboratoires Google en intelligence artificielle ont permis d'enregistrer des avancées dans la médecine et dans certains secteurs socio-économiques de ces pays. Alors, intelligence artificielle, une expression qui est pratiquement sur toutes les lèvres, en tout cas ici au Sénégal depuis un certain temps. Nous avons même eu à recevoir ici des jeunes. Hein. On a eu le jeune qui a créé le Malit, donc intelligence artificielle aussi. Et aujourd'hui, ce laboratoire africain à Accra, dirigé par un Sénégalais, encore une bonne nouvelle pour nous. En fait, M. Cissé, il a eu un parcours comme tous les étudiants sénégalais. Il est passé par Saint-Louis, où il a fait, je pense, maths physique. Et après ça, il est parti et Google a approuvé ses compétences. Donc tout d'abord, c'est une bonne chose et aussi une alerte pour la jeunesse sénégalaise, plus globalement la jeunesse africaine, sachant que nous avons un grand taux très élevé de jeunes. Alors, avec l'éthique, on peut, avec ce monsieur-là, donc, savoir que l'Africain est capable, par exemple, de faire des merveilles avec l'informatique. C'est juste au passage saluer la compétence ou bien même le leadership de M. Cissé. Peut-être que demain, ce sera vous, on ne sait jamais. Peut-être, oui. Et justement, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre l'intelligence artificielle et votre activité. En fait, nous, notre activité, on utilise le plus souvent des données.
Donc, on exploite des données à plusieurs fins. Alors, l'intelligence artificielle va se baser sur des données empiriques qui sont déjà établies. Donc, à partir de ça, ils vont essayer de donner, comme ça a été dit, hein, l'intelligence artificielle, c'est alors de faire donner une certaine intelligence à une machine ou bien une chose bien donnée à travers des codes informatiques. Donc, toujours, l'intelligence artificielle va se baser sur des données bien établies pour chaque domaine, en fait. D'accord. Donc, je l'ai dit, vous êtes data analyst. Qu'est-ce que ça signifie? Data analyst, c'est une personne qui analyse les données. D'accord. Alors, tout en sachant que, comme on dit, la donnée, c'est l'unité élémentaire de l'information. Alors, le data analyst fait parler ces informations-là pour éventuellement des prises de décision qui seront les meilleures. Alors pour les Sénégalais les jeunes Sénégalais qui peut-être nous regardent en ce moment, qui ont envie d'être demain les prochains Moustapha Cissé ou alors les prochains Papa Fall, quelle est la formation à suivre? D'accord. Tout d'abord, pour devenir data analyst, il faudra avoir des bases en mathématiques. Ces bases en mathématiques peuvent être spécifiquement en statistiques, probabilité, statistiques, etc. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, donc, il te faut éventuellement des connaissances en informatique, en programmation, en Python, en SQL, etc., etc. Donc, tout d'abord, il faudra se capaciter en mathématiques appliquées, en statistiques, pour être beaucoup plus clair. D'accord. Une question genre, est-ce qu'il y a des femmes dans votre secteur? Absolument, il y en a beaucoup. Il y en a même qui ont percé aux États-Unis et qui sont même dans des organismes internationaux. Et même au Sénégal, hein, il y en a des dames qui sont braves dans ce domaine-là. Pour en revenir à votre jargon, parce que souvent on entend parler de data analyst, data scientist et tout, quelle est la différence entre tout ça? Est-ce qu'il y a encore d'autres termes que vous utilisez? Absolument. On dit souvent data analyst, comme vous dites data scientist. On dit souvent un spécialiste en machine learning. On dit souvent aussi statisticien. Mais en réalité, ils ont en commun le paramètre données. Ils exploitent tous les données. Bon, actuellement, on a un problème de définition en réalité. Qu'est-ce que c'est que le data analyst ou bien le data scientist? Souvent, les gens disent que c'est purement informatique. D'autres disent que c'est purement statistique. Mais en réalité, c'est l'usage des méthodes statistiques avec l'appui de la technologie, c'est-à-dire de l'informatique, pour avoir une exploitation beaucoup plus globale des données. Et alors, pour savoir vraiment, vous, quel est votre rôle en entreprise? Parce que là, OK, on a obtenu tout ce qui est définition par rapport à votre métier, en tout cas, data analyst et tout, ce que ça signifie. Mais votre rôle? Exactement. Le rôle, c'est d'abord collecter les données, les stocker, c'est ce qu'on appelle storage, les stocker, ensuite les traiter pour les rendre beaucoup plus analysables facilement. Alors, ce qui suit, c'est de les analyser. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le plus souvent faire parler les données. On fait parler les données ou bien souvent on fait parler les chiffres. Donc, après la collecte, le stockage, le traitement des données pour les rendre analysables, on les analyse. Maintenant, si on les analyse, on les dépose comme ça ou bien on donne ça aux usagers. Donc, les gens, s'ils ne sont pas capacités en mathématiques, statistiques, ou bien ils ne pourront pas savoir l'information qui est véhiculée par ces données-là. Donc, du coup, on va vers une visualisation de ces données sous forme de graphiques, de tableaux, de diagrammes, etc. Donc, avec cette visualisation de données-là, ça va permettre à une personne qui n'est pas dans ce domaine, avec juste un coup d'œil, de voir que, par exemple, tel chiffre est beaucoup plus élevé que l'autre, etc. Alors, ça, c'est la partie analyse. Il y a aussi la partie interprétation, qui le plus souvent est faite par un spécialiste d'un tel domaine. Par exemple, si on a des données qui parlent des données médicales, alors, moi, en tant que data analyst, je ne pourrais pas entrer au fond dans l'interprétation de ces données-là. Il faudra l'expertise du médecin, l'expertise de celui qui est spécialisé dans ce domaine-là pour interpréter ces données. Mais l'objectif final, c'est à partir de ces données-là, quelle décision prendre pour augmenter, par exemple, nos activités ou bien les résultats
de ces activités-là. Ça m'a l'air, je ne sais pas, un peu difficile et compliqué, non? Pas trop compliqué, jusqu'à force de pratique, ça devient très facile. D'accord, donc tout de suite, vous avez parlé du domaine de la médecine. Quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes le plus souvent actif? Bon, le plus souvent, par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, bon, peut-être les gens vont voir on va vous donner des données, des diagrammes. Lorsque vous faites par exemple une analyse, éventuellement la machine fait sortir des données, vous fait sortir des diagrammes et tout. Maintenant le médecin, lui, il pourra savoir qu'est-ce que c'est. Mais moi personnellement, là où j'évolue beaucoup plus, c'est sur l'accompagnement des étudiants en médecine dans leur thèse. Donc le plus souvent, j'interviens dans l'analyse de leurs données qu'ils ont collectées et des analyses purement statistiques avec des corrélations entre tel fait et telle maladie, tel caractère socio-économique et telle maladie. D'accord, vous avez parlé de statistiques. Est-ce que ça concerne aussi tout ce qui est démographie ou quoi? Exactement. Donc c'est ça l'importance de votre question. La statistique, au début, ça s'est proliféré avec la démographie. Par exemple, on appelle statistique la science de l'État. La science de l'État, c'est le fait de savoir tel nombre de personnes vivent dans telle contrée suivant leur répartition spécifique. Donc, là, souvent, on ne fait pas de distinction entre la démographie et la statistique parce que tellement c'est lié. Je vous donne un exemple. À l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, donc vous avez les deux connotations, statistique et démographie. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'est deux disciplines qui sont combinées. Alors, la démographie, c'est l'étude de la population. La statistique est un outil mathématique, alors que n'importe qui pourra utiliser pour faire ses travaux. Donc, même dans le secteur privé, les entreprises peuvent utiliser ça? Exactement. Dans le secteur privé, dans la sociologie, dans l'écologie, dans la recherche médicale. En tout cas, bon, je me dis, la statistique, c'est juste un outil mathématique. Un outil mathématique que l'on utilise tous les jours. Maintenant, les entreprises l'utilisent le plus souvent à des fins marketing. Par exemple, c'est à partir en statistique, on peut, par exemple, pour beaucoup plus atteindre le marché, on fait ce qu'on appelle l'étude de marché. Alors, l'étude de marché répond juste à un critère statistique, c'est ce qu'on appelle le sondage. Tu fais un sondage d'opinion, tu fais un sondage des usagers, des clients, des consommateurs, et à partir de là, tu définis la niche, disons, du produit que l'entreprise doit émettre sur le marché. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, donc, les technologies dominent le monde. Qu'est-ce que votre métier apporte de plus, en tout cas à l'être humain? Parce que peut-être qu'il y a 30 ans, on n'était pas encore à ce stade. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors maintenant, la technologie a beaucoup évolué. Même la statistique s'est accommodée avec ce fait-là. Alors, le plus souvent maintenant, c'est d'où la transition du nom statisticien à data scientist. D'accord. C'est parce que le data scientist utilise beaucoup plus les outils informatiques, la programmation pure informatique. Alors que la statistique en tant que telle, on se base sur les matières purement mathématiques. Donc, on voit qu'il y a une jonction entre ces deux, la technologie et la statistique. Maintenant, on y va jusqu'à, par exemple, l'analyse, l'intelligence artificielle, l'analyse faciale. Donc, l'analyse faciale va utiliser des techniques d'analyse multidimensionnelle, purement stochastique, statistique, donc pour dire, par exemple, que telle personne ressemble à 96 ou bien tel pourcentage à telle personne qui est recherchée. Donc, toujours, il y a une base. Oui, parce que je regarde souvent des émissions qui se passent aux États-Unis ou quoi, et je vois que justement on utilise ce genre d'outils informatiques pour retrouver plus facilement des criminels. Exactement. En fait, c'est juste pour dire que c'est avec l'usage de ces données-là et quelques méthodes statistiques, mathématiques, que l'on peut, avec la technologie, avoir ces grandes retombées-là. Donc, si je comprends bien, le métier, en tout cas la profession de data analyst, offre une meilleure efficacité. Absolument. D'accord. Et les perspectives? Bon, les perspectives est que, bon, comme maintenant on parle d'intelligence artificielle, bon, personnellement, je pense qu'avec les données qui ont été collectées depuis l'avènement des réseaux sociaux, par exemple dans Facebook
Twitter. Il y a tellement de masse de données, c'est d'où une nouvelle appellation Big Data. Oui. C'est l'analyse de mégadonnées, de grandes masses de données. Alors, juste avec l'avènement de ces réseaux sociaux-là, il y a tellement d'informations qui sont compilées. Alors, personnellement, je pense que les perspectives pour le statisticien est que, ou bien même pour l'humanité, suivant ces données-là, c'est qu'on peut facilement prévoir quel type d'individu on peut avoir, par exemple, dans 100 ans ou 200 ans, à partir de ces milliards et des milliards de données qui sont D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences quand même néfastes? Parce que finalement, aujourd'hui, toutes nos données sont numérisées. Exactement. Par exemple, il y a des robots qui sont, en tout cas, en train d'être créés. Alors, je me pose la question à savoir, avec les données, par exemple, qu'on a sur ma personne, mes habitudes de consommation, mes manières de parler, mes gestuels, donc l'analyse comportementale et faciale. Donc, avec ça, est-ce que l'informatique ou bien les ingénieurs ne seraient pas un jour à créer un robot qui répond, en tout cas un prototype de Papa Fall, en fait. Donc, c'est sûr. Nous passons, mesdames et messieurs, donc à la dernière partie de Midi Actu. À l'international, l'émotion dépasse les frontières françaises après l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'émotion est donc palpable à travers le monde. Une chaîne de solidarité s'est d'ailleurs mise en place depuis. Suivant cette vidéo. En boucle, sur les écrans du monde entier, ces images de Notre-Dame en proie aux flammes et une émotion mondiale. Incrédulité et tristesse au Vatican. Un coup au cœur pour le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, en français dans le texte. En Allemagne, le porte-parole d'Angela Merkel salue ce symbole de la France et de notre culture européenne. Et le monde entier est solidaire de Paris, au-delà des frontières de l'Europe jusqu'à Tokyo, où le gouvernement propose de prêter main forte. La cathédrale de Notre-Dame est vraiment un patrimoine mondial. Et si les gouvernements français demandaient de l'aide, de quelque manière que ce soit, le gouvernement japonais étudierait cela avec détermination. Au fil de la nuit, les dirigeants latino-américains ont eux aussi fait part de leur tristesse. En tête, le président brésilien Jair Bolsonaro, dont les prières sont avec le peuple français. Aux États-Unis, moins d'une heure après le début de l'incendie, Donald Trump est l'un des premiers à réagir. C'est l'un des grands trésors du monde, plus grand que n'importe lequel des musées, et il est vraiment en train de brûler. Il semble qu'il va être réduit en cendres. Mais le président américain ne peut pas s'empêcher de prodiguer ses conseils, pas toujours avisés. Sur Twitter, il propose l'usage de bombardiers d'eau pour venir à bout des flammes, mais la sécurité civile l'avertit très vite. Ce procédé pourrait provoquer l'effondrement de toute la structure de la cathédrale. Aujourd'hui encore, toutes les pensées sont tournées vers cette catastrophe, qui pour tous est universelle. Notre-Dame de Paris, donc, l'édifice de 800 ans qui a pris feu ce lundi, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Absolument. En fait, on dit souvent que c'est l'édifice le plus visité d'Europe. Alors, et c'est un patrimoine mondial. Tout à fait. Et éventuellement, comme c'est une cathédrale, on pense éventuellement à nos frères qui sont d'obédience chrétienne. Oui. Et nous compatissons avec eux sur cette douleur-là. Tout à fait. Merci beaucoup, donc, Monsieur Fall. Merci, je vous en prie. Voilà, c'était notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Papa Fall. Il est data analyste et c'est la fin également de ce numéro de votre magazine qui revient demain à partir de 12h sur cette même chaîne. On se quitte avec la météo. Au revoir et à très vite.